à cette visite. Comme je le disais, je m'appelle Romain Prévalet et je suis votre guide aujourd'hui. Immersion sur la place Vendôme pendant à peu près 30 minutes. C'est parti. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on débute tout de suite avec, en quelques mots, si vous voulez, l'origine de cette place. Quelle est l'histoire de cette place qui aujourd'hui est surtout connue pour être un lieu, je dirais, consacré eh bien, aux bijoutiers, aux maisons de mode, aux grands horlogers également. D'ailleurs, vous en voyez, voilà, au fond, vous avez Rolex et Jaeger-LeCoultre, donc deux maisons d'horlogerie qui ont d'ailleurs rejoint, en tout cas pour Rolex, assez récemment, la place Vendôme, ça fait moins de 10 ans. C'était entre 2010 et 2012. Donc une place évidemment consacrée au monde du luxe et des métiers d'art. Et c'est une place qui a une histoire toute particulière puisqu'elle remonte au temps de Louis XIV. En effet, cette place a été initiée dès 1685 par Louis XIV et son équipe, je dirais, et je dirais plus précisément, et son équipe de Versailles, puisque Louis XIV a sollicité Jules Hardouin-Mansart, donc un des architectes décorateurs aussi ornemanistes de Versailles, pour bien, dessiner les plans de cette place, donc un plan octogonal, et je dirais un peu comme un maître d'œuvre, bien, organiser la construction de tous ces immeubles que vous voyez et que l'on appelle des hôtels, puisqu'effectivement, à l'origine, il s'agissait d'hôtels. Donc en 1699, la construction est véritablement initiée, donc à la demande de Louis XIV, vous l'avez compris. Sauf que, eh bien, cette construction, elle va prendre 22 ans. Parce que le projet va changer et surtout les ambitions de Louis XIV aussi vont changer. En effet, Louis XIV, à la volonté de créer cette place, il a la volonté d'en faire une des grandes places majestueuses de Paris, aussi dans l'objectif de pouvoir placer au centre de cette place, eh bien, non pas la colonne Vendôme comme vous la voyez aujourd'hui, mais une statue équestre de Louis XIV, plus ou moins identique, en tout cas dans la même veine que celle que nous avons au château de Versailles. Donc, c'est un projet ambitieux, un projet qui a vocation à faire rayonner évidemment et à promouvoir d'une certaine manière notre ami Louis XIV et toute sa mégalomanie. Et c'est aussi un projet qui, à l'origine en tout cas, avait l'ambition d'accueillir un certain nombre de bâtiments publics, je dirais, comme des instituts d'art, comme une bibliothèque. Voilà, un certain nombre d'institutions dédiées aux arts, à la musique, à la littérature. Et en réalité, Jules Hardouin-Mansart a construit cette place un peu comme un château de cartes. Ça paraît étonnant, mais croyez-moi, à l'origine, toutes les façades que vous voyez ici, aujourd'hui, ce sont les façades des hôtels qui se trouvent derrière. Eh bien, à l'époque, il n'y avait que les façades. C'est aussi pour ça que le projet a mis du temps à se construire. Donc, tout autour de la place, vous n'aviez que des façades qui obéissaient à ce plan octogonal. Et derrière, eh bien, c'était vide. Et finalement, les hôtels ont petit à petit été construits au fur et à mesure par Jules Hardouin-Mansart lui-même, mais aussi un certain nombre d'autres architectes qui ont donc construit des hôtels essentiellement pour, je dirais, les ducs et la noblesse proche de la cour de Louis XIV d'abord, puis proche de celle de Louis XV. Et on avait un certain nombre
fermiers généraux qui se sont installés sur cette place. Alors, qu'est-ce qu'un fermier général ou qu'est-ce qu'une ferme générale? Eh bien, un fermier général, c'était l'équivalent, si vous voulez, eh bien de précepteur d'impôts, quoi. C'était le trésor public actuel. Et donc, cette place était dédiée voilà, à la noblesse, d'abord de Louis XIV, puis de Louis XV, évidemment avec cette ambition de propagande et de rayonnement de Louis XIV. Alors, intéressons-nous maintenant un petit peu à la colonne. Je vais tourner autour de la colonne, d'accord, pour que vous puissiez aussi la voir sous différents angles, à travers différents éclairages. Alors, il y a eu beaucoup de monde, il y a encore pas mal de monde là sur la place, mais il y a eu un petit peu plus de monde tout à l'heure, et puis on avait de beaux rayons de lumière, c'est en train de se couvrir. Néanmoins, j'espère que vous pouvez quand même apprécier voilà, la belle couleur verte de la colonne. Donc une colonne que l'on appelle la colonne Vendôme, qui n'est pas donc la statue équestre de Louis XIV, pas du tout, qui est la colonne qui a été réalisée à la demande, cette fois-ci, de Napoléon, donc bien plus tard, au XIXe siècle, à partir de 1806, 1810. Finalement, cette colonne a été finalisée en 1810 pour commémorer la puissance de Napoléon, d'une part, évidemment, et surtout ses victoires militaires, plus particulièrement la bataille d'Austerlitz, donc en 1806. Et petite anecdote, donc là je suis juste devant l'entrée de la colonne, qui se compose donc d'un piédestal devant lequel je me trouve, avec cette inscription d'ailleurs, juste là, qui vient justement commémorer la gloire militaire de Napoléon. Et puis ensuite, deuxième partie, la colonne elle-même. Et enfin, tout en haut, vous avez la statue, non pas la statue équestre de Louis XIV, mais la statue eh bien, de Napoléon, réalisée en 1810. Et Napoléon est représenté en empereur, façon empereur romain, puisque vous le savez peut-être, Napoléon s'est énormément inspiré de l'Antiquité gréco-romaine. Il en a même fait son art et l'art de la cour, que l'on appelle l'art néoclassique. Et il s'est plus précisément inspiré de Jules César. Donc ici, sur cette statue de 1810, en réalité, ici, c'est la statue qui a été réinstallée à la fin du 19e siècle, après un grand événement historique que l'on appelle la Commune, que vous connaissez peut-être, et qui a contribué à détruire cette colonne. D'ailleurs, un certain Gustave Courbet a participé à la destruction de cette colonne. Eh bien, on voit Napoléon debout, en toge, avec ses attributs de guerrier, couronné eh bien, de la couronne de laurier, évidemment en écho direct à Jules César, mais portant dans sa main droite ce qu'on appelle une victoire, ou en grec une Nike, qui est un symbole de la victoire impériale, de la victoire militaire, qui est un symbole d'ailleurs qui renvoie eh bien, à l'époque plus précisément grecque, puisque la Nike, en grec donc, ou Nike en français ou en anglais, représente Athéna, la déesse Athéna, donc déesse guerrière, ailée. Voilà. Donc c'est typique des attributs militaires gréco-romains. Voilà. Et cette colonne, autre anecdote, pour finir simplement sur la colonne, eh bien cette colonne, paraît-il, a été réalisée avec
les chiffres ne sont pas toujours très clairs entre les historiens, entre 200 et 1200 canons autrichiens et russes, donc des ennemis de Napoléon, qui auraient été donc coulés pour eh bien, bâtir, construire cette colonne qui, figurez-vous, est une colonne donc de bronze enveloppant à peu près 96 tambours de pierre. Voilà. Et la décoration, l'ornementation de cette colonne représente la victoire guerrière de Napoléon en s'inspirant de la fameuse colonne de Trajan qui se situe au pied du Forum romain, donc à Rome. Voilà pour cette petite immersion historique. Je vais maintenant vous proposer quelques anecdotes, quelques histoires, quelques informations sur les monuments et surtout les personnes qui vivent sur cette place Vendôme ou qui font vivre cette place Vendôme. Donc, il y a une place majestueuse, une des 5 grandes places de la capitale, hein, avec par exemple la place de la Concorde, la place de la Victoire, la place des Vosges. Hein. Évidemment, il y en a bien d'autres, mais ce sont des 5 grandes places majestueuses. Et vous voyez ici, je me trouve devant le Ritz, le seul hôtel actuellement de la place qui existe sur la place depuis 1898 grâce à un certain César Ritz, qui était un Suisse, qui s'est associé à un certain Escoffier, voilà, le père de la gastronomie française. Peut-être que vous le connaissez, vous en avez entendu parler, vous avez peut-être son livre d'ailleurs à la maison, pour créer le Ritz tout de suite, dès 1898, donc à la fin du 19e siècle, identifié comme un hôtel de luxe, parce que hôtel hyper aménagé, hyper modernisé, c'était à cette époque, en tout cas, l'hôtel le plus moderne du monde, qui a attiré tous les grands industriels. Hein. On est en plein dans les grandes même post-révolution industrielle, et donc tous les grands industriels, notamment américains, s'y sont retrouvés, mais également d'autres stars. Et plus particulièrement, on reste chez les anglo-saxons, un certain Ernest Hemingway, qui est venu régulièrement au Ritz. Il a d'ailleurs donné son nom au bar Hemingway du Ritz. Et puis à l'étage, voilà, si je me rapproche un petit peu à l'étage, au niveau des drapeaux, ici vous aviez la suite d'une certaine Coco Chanel, Gabrielle Chanel, qui a vécu ici, donc au début du XXe siècle, qui en a fait sa résidence et qui habitait d'ailleurs juste à côté d'une de ses concurrentes, Elsa Schiaparelli, voilà, qui habitait à l'étage du numéro 21, où depuis 2012, la maison Schiaparelli a réinvesti en quelque sorte les lieux, donc maison de mode, grande rivale hein, de Gabrielle Chanel. Et en face du Ritz, regardez, en face de la suite de Gabrielle Chanel, vous avez l'hôtel Chanel, où est abritée la maison de joaillerie Chanel. Alors actuellement, le bâtiment est en réhabilitation, et c'est un bâtiment que la maison Chanel a acquis dans les années en 1992. Pardon. Alors, on a évoqué le Ritz, qui n'est pas une maison de joaillerie. On est passé tout à l'heure devant, vous l'avez peut-être vu, je vais vous le remontrer. Hop, ça va un petit peu vite. Voilà, à côté du Ritz, vous avez l'ancien hôtel de Bourvalet, qui est l'hôtel de Simiane d'ailleurs, juste à côté, au numéro 11, qui est occupé depuis 1790 par le ministère de la Justice, mesdames, messieurs. Voilà. Qui est véritablement, avec le Ritz d'ailleurs, finalement le seul monument qui n'est ni une maison de mode, ni une maison de joaillerie. Voilà. La première maison de joaillerie à s'être installée sur la place Vendôme, c'est la maison vers laquelle je me dirige,
que vous voyez peut-être face à nous, qui est la maison Boucheron, qui s'est installée sur la place Vendôme dès 1893. C'est la toute première maison. Boucheron existe depuis le 19e siècle, la fin de la première moitié du 19e siècle, mais Boucheron était installé plutôt du côté du Palais Royal. Et en la deuxième moitié du 19e siècle, Boucheron décide de se rapprocher d'un nouveau lieu de divertissement que vous connaissez peut-être, qui a 2 pas, quand on traverse la rue de la Paix, qui a 2 pas de la place Vendôme, et qui est l'Opéra Garnier, qui a été notamment très très largement initié par Napoléon III. Et c'était à ce moment-là, au milieu du 19e siècle, le nouveau lieu de divertissement auprès duquel la maison Boucheron souhaitait s'installer pour aussi pouvoir toucher une clientèle notamment fortunée. Voilà. Et proche de la cour, entre autres. Alors, petite anecdote sur la maison Boucheron, il faut savoir qu'à l'étage, vous aviez l'appartement d'une certaine comtesse de Castiglione, qui était à l'époque de Napoléon III, sa maîtresse. Voilà. Donc la maîtresse de Napoléon III vivait dans ce bâtiment. Et pour rester sur Napoléon III, tout au fond de la place, à côté de l'actuelle maison Louis Vuitton, enfin pas la maison, mais plutôt la boutique Louis Vuitton, juste à côté, donc entre le 6 et le 4, vous aviez au 19e siècle un hôtel que l'on appelle l'hôtel du Rhin, qui a disparu, bien sûr, depuis bien longtemps, depuis 1890, et qui a accueilli Napoléon III la nuit de son élection, je dirais, en 1848. Voilà. Donc, à 2 pas, vous l'aurez compris, de la duchesse de Castiglione. Voilà, alors là, ici, de ce côté, on a assez peu de luminosité, c'est dommage. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose. Je voulais simplement vous présenter, on est passé rapidement devant tout à l'heure la façade de la maison Cartier qu'on devine un petit peu ici, mais bon, on a assez peu de lumière, je ne vais pas y retourner, parce qu'on arrive sur la fin de notre visite. Cette façade est très intéressante puisqu'elle présente une façade Art Nouveau du début donc du XXe siècle, entre 1890 et 1910, donc typique de la période Art Nouveau. Et d'ailleurs, pour celles et ceux que ça peut intéresser, vous avez le musée Carnavalet à Paris, donc dans le 3e arrondissement, qui a rouvert ses portes après quelques années de restauration. C'est un musée dédié essentiellement à l'histoire de Paris, et c'est un musée qui héberge l'atelier et la façade et l'atelier d'un certain joaillier qui s'appelle Georges Fouquet, et qui a vécu au temps des Chaumet, des Cartier, des Van Cleef et Arpels, qui a connu aussi bien les arts nouveaux que les arts déco. Et d'ailleurs, la boutique de Georges Fouquet, la boutique atelier de Georges Fouquet, a été réalisée par un certain Mucha, donc voilà, un personnage important du mouvement, du courant artistique Art Nouveau. Voilà. Donc là, je m'approche du côté de la maison Chaumet. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Boucheron s'installe en 1898. Cartier, suit le mouvement parce que, évidemment, excusez-moi, je reprends. Boucheron s'est installé en 1893 et Cartier en 1898. Et donc, Cartier suit le mouvement parce qu'évidemment, commence à se précipiter autour de cette place qui était, avant l'installation de Boucheron et de Cartier, essentiellement, je dirais, occupée par des maisons de mode, des chapeliers, des modistes, des parfumeurs. La maison Coty, par exemple, a été sur la place Vendôme pendant longtemps.
Et Chaumet, la maison Chaumet, s'est installée place Vendôme un petit peu plus tard, en 1902, alors que la maison Van Cleef, autre grande maison de l'histoire de la joaillerie, grande star de la joaillerie, d'ailleurs qui accueille aujourd'hui même un certain nombre de publics dédiés à une exposition qu'on a la chance, en tout cas qu'une de nos guides a la chance de faire visiter. Donc n'hésitez pas, c'est d'ailleurs une exposition qui est gratuite et organisée par la Maison Chaumet, donc sur la place Vendôme. Donc la maison Van Cleef Arpels s'installe en 1906 et donc comme je l'ai dit précédemment, la maison Chaumet en 1912, en 1902, excusez-moi, je m'arrête simplement parce que vous voyez peut-être deux choses. Je souhaite vous montrer deux choses qui sont, me semble-t-il, intéressantes. Tout d'abord, vous voyez, vous avez au premier étage donc, de cette façade, mais comme de toutes les autres d'ailleurs, eh bien, des ferronneries au centre desquelles vous avez un symbole royal qui est la représentation de Louis XIV en roi soleil, la représentation du roi soleil. Et ça, ce symbole court sur toutes les ferronneries des façades de la place Vendôme. Autre point de détail ici sur cette façade, c'est cette inscription qui nous apprend que Chopin a vécu dans le salon qui se trouve au premier étage de ce bâtiment et il a d'ailleurs composé sa dernière Marzouka ici avant quelques jours, quelques semaines avant sa mort, donc le 17 octobre 1849. Voilà. C'est donc la maison Chaumet qui a aussi hérité d'une certaine manière de cette histoire et qui s'est installée au numéro 12. Alors, je vous en parle aussi puisque la maison Chaumet a organisé il y a encore peu de temps une exposition dédiée notamment à Joséphine de Beauharnais, puisque Chaumet se réclame en tout cas d'une histoire proche de Napoléon Bonaparte et de Joséphine de Beauharnais, puisque Chaumet est le 12e du nom de l'atelier de l'atelier Nitto, qui fut atelier officiel de Napoléon à partir donc de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Voilà. Allez, pour finir, je vais vous présenter quand même un lieu que j'affectionne tout particulièrement. Et pour aller un petit peu au-delà du monde de la joaillerie, alors vous avez ici la maison Dior, plutôt connue comme une maison de mode, qui s'est installée au numéro 8. Alors là aussi, c'est un symbole, puisque la première collection de Dior se nommait En 8. Et Dior a souhaité s'installer au numéro 8, et bien évidemment, en écho à cette première collection, Dior était assez superstitieux. Voilà. Alors, tous ces hôtels sont aujourd'hui détenus soit par des grands groupes comme le groupe Richemont ou Vuitton, qui sont des groupes qui d'ailleurs détiennent un certain nombre de ces maisons de joaillerie ou de mode, mais des États comme le Qatar, l'Azerbaïdjan par exemple, détiennent aussi, la Norvège, détiennent aussi certains de ces bâtiments. Voilà, et pour finir, je m'arrête devant la maison Breguet. Donc, c'est une maison d'horlogerie, excusez-moi, qui existe depuis, comme c'est indiqué, 1775, qui est à l'initiative de bien des innovations, notamment de la montre marine, dans le domaine de l'horlogerie. Mais c'est aussi une maison que vous pouvez visiter. Je vous invite vraiment à visiter, puisque à l'étage, vous avez un musée qui est consacré à l'histoire de la joaillerie de la maison, bien sûr, mais plus globalement, qui est consacré à l'horlogerie, au métier d'art qu'est l'horlogerie. Donc, c'est un musée qui est ouvert à tous,
Il suffit de pousser la porte du porche que vous voyez là, la maison Breguet. Vous serez accueillis avec beaucoup de classe, beaucoup de respect. Évidemment, vous pourrez profiter de cette visite de musée gratuitement. Voilà. Petite anecdote, au numéro 6, donc le même numéro que la maison Breguet, eh bien, il faut savoir que vous avez un certain Henri Salvador, que vous connaissez peut-être, sans doute même, qui a vécu ici jusqu'à sa mort, donc en 2008. Et voilà, il avait un appartement dans cet immeuble. Alors, c'est pas le seul, hein. C'est une des stars, là encore, qui a vécu ici, mais c'est pas le seul. Voilà. Et je trouve que cette vue est plutôt fantastique. Regardez, plutôt une belle vue de la place Vendôme. Pour finir cette petite visite immersive et assez courte de la place,